Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Pour le rapport 2024 des Nations Unies à Djibouti qui s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité également, un atelier de mise en place d'un poste frontière unique à Galafi et PK21. En nouvelle du monde cette fois, l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens appelle à une augmentation de l'aide pour soulager la famine à Gaza. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par cette rencontre de courtoisie qui a eu lieu ce matin à l'Assemblée nationale. En effet, un atelier de haut niveau qui s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans la matinée d'aujourd'hui, lundi 26 mai, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu en audience le coordinateur résident du système des Nations Unies, venu lui remettre officiellement le rapport annuel 2024, document stratégique de référence retraçant l'ensemble des initiatives, partenariats et résultats obtenus sur le territoire national au cours de l'année écoulée. Ensuite, dans le prolongement de cette audience, l'Assemblée nationale a organisé un atelier de haut niveau consacré à la présentation du rapport annuel 2024 du système des Nations Unies à Djibouti. Présidé par le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, cet atelier a réuni les députés, des représentants des agences onusiennes ainsi que des représentants de la Banque mondiale et de l'UNESCO. Elle a permis une présentation détaillée du rapport annuel 2024 qui met en lumière les résultats des interventions dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la gouvernance, de la lutte contre les vulnérabilités climatiques, de l'égalité genre et de la gestion des flux migratoires. Ce rapport 2024, document de référence, dresse un panorama détaillé des interventions menées sur le territoire national, également la lutte contre la malnutrition et la protection des droits humains. Et les suggestions que les députés avaient qu'il faut capturer pour assurer qu'ils forment notre accord cadre avec le gouvernement. Aujourd'hui, on vous amène une copie de cet accord cadre qui a reçu aussi votre input. Dans une allocution faite à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a donc salué la valeur prospective de ce rapport, soulignant qu'il constitue bien plus qu'un simple tableau de résultats. Il offre une boussole, a-t-il dit, pour gouverner avec impact, transparence et humanité. Je tiens avant tout à remercier mon frère chaleureusement, coordinateur résident du système des Nations Unies, pour sa présence parmi nous aujourd'hui et à saluer la qualité du travail accompli par son équipe en collaboration avec nos institutions nationales. Ce rapport qui reflète l'engagement constant de l'ONU en faveur du développement durable repose sur des résultats aux actions menées au cours de l'année écoulée. Pour mémoire, nous étions rassemblés l'année dernière pour un atelier consultatif sur l'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2030. Cet événement a permis aux parlementaires d'acquérir des connaissances précieuses qui guideront nos actions futures. Ce cadre quinquennal ne se limite pas à être un instrument technique ou administratif, c'est avant tout un outil stratégique pour accélérer notre progression collective vers les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, nous poursuivons ce travail entamé l'année dernière en mettant cette fois l'accent sur le rapport annuel 2024 du système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, le Parlement accorde une grande importance à ces rapports qui constituent non seulement un outil stratégique pour l'opinion publique, il nous permet de mesurer le progrès accompli, identifier les zones de fragilité et surtout de mieux orienter nos efforts législatifs et de contrôle. Le contenu du rapport présenté aujourd'hui met en lumière
des avancées notables dans plusieurs domaines, qu'il s'agisse de la réduction de la pauvreté, de la promotion de l'éducation, de la santé ou encore de l'inclusion sociale. Il faut s'en réjouir. Nous allons à Rabat, cette fois au Royaume du Maroc, où une délégation djiboutienne conduite par l'honorable Omar Waberi Malo en qualité de chef de délégation, composée de l'honorable Nouria Waberi Oufane, de l'honorable Mohamed Moussa, membre permanent de l'Assemblée nationale de Djibouti à l'UPA, ont participé aux travaux de la 83e session ordinaire du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. La session s'est déroulée en présence des hauts représentants parlementaires des États membres de l'UPA. Les travaux de cette session ont porté sur l'examen du compte de gestion vérifié pour l'exercice de l'année 2024, notamment l'examen et l'adoption du rapport des vérificateurs des comptes et l'examen et l'adoption des propositions amendements au statut et règlement de l'UPA ainsi que la détermination de la date et du lieu de la prochaine session du comité exécutif. Retour à Djibouti où un atelier stratégique s'est tenu ce matin au Kempinski Palace Hotel qui a lancé officiellement les travaux préparatoires en vue de la mise en place d'un poste frontière unique à Galafi et PK51. Deux points névralgiques du corridor commercial entre Djibouti et l'Éthiopie, présidé par le ministre des Infrastructures de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim. L'atelier a rassemblé de nombreux acteurs institutionnels, techniques et sécuritaires, ainsi que la directrice de Trademark Africa, Aisha Abdullahi, le directeur général du DPCR, Abdi Ibrahim Farah, partenaire clé de ce projet. Cette initiative, soutenue financièrement par l'Union européenne à hauteur de 32 millions d'euros, vise à renforcer la compétitivité des échanges régionaux en dotant les postes frontières d'infrastructures modernes et intégrées. Ce projet prévoit la construction de blocs administratifs intégrés réunissant sous un même toit l'ensemble des services de contrôle, de douane, de l'immigration, sécurité et d'une logistique, coordination et d'efficacité selon un modèle international du poste frontière unique. Et à cet effet, la directrice de Trademark Africa, Aisha Abdullahi, a, dans son intervention, rappelé l'engagement de son organisation en faveur de la facilitation du commerce régional. C'est avec un réel enthousiasme de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de validation des besoins qui est une étape cruciale du projet d'amélioration des infrastructures à la frontière de Galafi et au PK51. Ce projet est mis en œuvre par Trademark Africa avec le soutien financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Ce projet s'inscrit dans une vision de renforcement de l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Il ambitionne de transformer le poste frontière de Galafi en un véritable poste frontalier à arrêt unique. Je salue également la participation active des habitants de Galafi et PK51 dont les attentes doivent guider les choix. Je voudrais également rappeler que cet atelier ne marque pas la fin, mais c'est une étape structurante du processus. Vos recommandations permettront d'enrichir les conceptions détaillées des infrastructures, permettront d'orienter les choix techniques et permettront de garantir la pertinence des investissements à venir. Cela inclut notamment l'approvisionnement en eau, en électricité, les bâtiments administratifs, les équipements pour la gestion intégrée des frontières et les aménagements routiers. Et dans son allocution, le ministre a souligné l'importance stratégique de poste frontière Galafi, principal point d'entrée des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie, et a rappelé que la dégradation des infrastructures avait entraîné une baisse significative du trafic ces dernières années. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence et votre disponibilité en réponse à notre invitation. Mesdames et messieurs, cet atelier a pour principal objectif d'identifier et d'évaluer les besoins nécessaires à la réalisation des études techniques
des conceptions en vue de futurs travaux au poste de contrôle des PK51 et au poste frontalier de Galafi. Il est important de souligner que le corridor via Galafi, actuellement en phase finale de réhabilitation, verra une augmentation significative du trafic dans les mois à venir. En effet, la dégradation de l'état de la route sur cet axe a entraîné une diminution du flux ces dernières années. La remise en état de l'axe Galafi contribuera donc à rétablir sa centralité en tant que voie principale d'échange avec l'Éthiopie. Il est tout aussi essentiel de simplifier les procédures de franchissement des frontières en dotant les postes de contrôle d'infrastructures modernes, favorisant une meilleure coordination entre les différents services concernés. Mesdames et messieurs, vous en conviendrez avec moi, à travers le monde, la forme la plus aboutie de collaboration entre les agences de contrôle aux frontières repose sur le concept de postes frontaliers uniques. Ces modèles visent à rationaliser et coordonner les formalités de passage afin de faciliter et d'accélérer le franchissement des frontières. C'est dans cette logique que les études prévues porteront sur la conception et la construction de blocs administratifs intégrés, destinés à regrouper l'ensemble des services de contrôle sous un même toit. L'évaluation des besoins pour les études techniques au poste de contrôle de PK51 et de Galafi est une étape cruciale pour optimiser la fluidité du trafic et réduire le coût logistique. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'associe à l'UNICEF pour un partenariat au cours des 4 prochaines années. C'est dans ce cadre que s'est déroulé au cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord entre les deux institutions, entre le ministre M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem et la représentante de l'UNICEF en présence des hauts responsables des deux parties signataires de l'accord. Cet accord entériné sur un programme de coopération pour la période allant de 2025 à 2029, doté d'un plan pour l'année 2025 à 2026. Ce programme de coopération signé entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'UNICEF a pour objectif de mettre en place un ensemble de mesures pour réduire la vulnérabilité environnementale et sociale au changement climatique. Il marque également un pas important dans la promotion des activités de lutte contre le changement climatique. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a officiellement lancé la 3e édition du programme CESTAR en collaboration avec China Merchant Group et Oretsi. Ce programme, intitulé Innovation et entrepreneuriat pour les jeunes, vise à autonomiser les jeunes entrepreneurs d'Afrique. Était présent à cet événement Mme Mariam Hamadou, ministre de l'économie numérique et de l'innovation, ainsi que l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Depuis son lancement, ce programme CESTAR a formé 55 participants qui ont déjà bénéficié de ces initiatives. Cette année, le programme a accueilli 31 jeunes entrepreneurs exceptionnels issus de 15 pays africains, couvrant l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest. 35% des participants sont des femmes. Le programme CESTAR vise à bâtir un écosystème durable qui favorise le développement des talents et une croissance économique inclusive. Cette session se concentrera également sur le développement des compétences des participants grâce à une formation complète, des ateliers, un accompagnement personnalisé des projets et des opportunités de réseautage des investisseurs et des incubateurs internationaux. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a souligné l'engagement des autorités de ports et des zones franches à fournir aux jeunes des outils nécessaires pour innover, créer et réussir.
Il a rappelé l'initiative Vision 2035 du président de la République Ismaël Omar Guelleh qui ambitionne de fédérer la jeunesse africaine par la culture et l'éducation. Quant à la ministre Mme Mariam Hamadou Ali a souligné l'alignement du programme stratégique national de Djibouti en matière de transformation numérique d'inclusion économique. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, et c'est depuis la première édition. Je félicite l'initiative du programme Sistar, rassemblant pour cette troisième édition 33 jeunes talents venus de 18 pays, illustrant parfaitement la dynamique innovante et entrepreneuriale portée par la jeunesse du continent et positionnant Djibouti comme un hub régional attractif pour les startups africains. Je me réjouis d'autant plus que cette troisième édition du programme Sistar reflète une collaboration renforcée avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé qui accueillera en son sein les bénéficiaires durant leur parcours de formation. Mon département a toujours voulu et encouragé les initiatives privées. Et cette synergie ne peut que profiter à notre écosystème d'innovation, premier récipiendaire de cette dynamique. Conformément à la feuille de route fixée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous poursuivrons les réformes nécessaires à la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation afin que la jeunesse djiboutienne puisse prendre sa part dans la nouvelle révolution en cours, notamment dans le développement de l'intelligence artificielle. Sujet central et dont les startups sont des acteurs essentiels afin de relever les défis auxquels notre époque fait face. Les opportunités existent et la jeunesse a montré sa capacité à innover. Et le succès du programme Sistar témoigne de cet engouement. Ce bootcamp est bien plus qu'une formation. Il est une plateforme d'échange interculturel où la diversité des expériences et des perspectives enrichit considérablement l'écosystème entrepreneurial africain. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui à la Direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne, Dr Mohamed Nasser Besselka, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire accrédité à Djibouti depuis le 17 octobre 2024 pour une visite de courtoisie. Cette rencontre cordiale s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux visant à consolider les relations fraternelles entre la République de Djibouti et la République algérienne. Les deux personnalités ont souligné la qualité des liens historiques qui unissent les deux nations. Au cours de leurs échanges, le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur ont évoqué la nécessité de renforcer davantage la coopération militaire entre l'Algérie et Djibouti, notamment à travers le partage d'expertise, la formation, les échanges institutionnels et les forces armées des deux pays. Nous allons cette fois parler de la canicule à Djibouti. Et bien, face à la montée inexorable des températures, les professionnels de la santé donnent l'alerte. Il ne suffit pas de boire beaucoup, encore faut-il choisir ce qu'on met dans son assiette. Et pour les personnes souffrant de diabète, d'hypertension, d'insuffisance rénale, par exemple, la donne change complètement. Les régimes alimentaires deviennent alors une arme de survie massive. Eh bien, cette canicule qui fait rage, surtout à midi, heure de pointe, où les rues de Djibouti sont vides. Chaque personne reste chez elle, ce qui rend la circulation plus fluide, mais les rues désertes. Et à cet effet, notre équipe de journalistes s'est rendue auprès de la Direction générale de la santé publique pour recueillir les conseils de mise en garde nécessaires en cette période de canicule. Et à cet effet, nous proposons de suivre cette interview de Dr Mohamed Nasser, directeur général de l'Institut de santé publique. Aujourd'hui, nous sommes appelés
à faire une de nos missions de l'Institut national de santé publique est de prévenir certaines maladies et conseiller la population des mesures à prendre devant ces canicules observées ces derniers jours. Et dans ces canicules, ce qu'on devait faire d'abord, a priori, d'abord de protéger les grandes personnes, les petites personnes, s'il y a les femmes enceintes et les personnes à besoins spéciaux. Et dans ce sens-là, nous conseillons à tous ces gens-là et à tous les responsables des familles de prendre soin à ces personnes. Et dans ce sens-là, nous allons conseiller de prendre suffisamment d'eau, d'éviter de rester dans des lieux très chauds, ou bien même si le besoin est là, de se réhydrater correctement, de se mouiller s'il le faut. Et nous appelons les personnes qui ont des maladies chroniques. Et tout ce travail se fait pour ces personnes-là, à savoir les hypertendus, les diabétiques. Nous conseillons à boire beaucoup d'eau, à d'être dans de milieux frais, à se mouiller s'il le faut. Et en ce sens-là, nous allons dire à la population que le meilleur boisson reste et demeure l'eau dans cette période de canicule. Nous ne disons pas de ne pas boire d'autres liquides, d'autres boissons, mais nous conseillons de consommer suffisamment d'eau, même s'il faut sortir, il faut s'accompagner toujours avec son bidon d'eau. Nous appelons la population à consommer suffisamment de l'eau. Et dans cette optique, je tiens également à remercier l'initiative du ministère de la Santé et sous l'égide de la politique du président de la République. Je tiens à remercier tout le monde et j'espère que ce conseil donné en profitera à tout le monde. Et à l'instar de la capitale, les examens du BEF, le brevet d'enseignement fondamental, se sont également déroulés dans les régions de l'intérieur, à commencer donc par Dikil où près de 800 élèves, dont 6 centres chargés de composer les épreuves, sont repartis comme suit. 2 centres à Dikilville, à savoir l'école de Dikil et d'Abaïtou. Les 4 centres qui se situent dans les 3 sous-préfectures de Assaïla, Mouloud et Yobouki. L'équipe a tenu à superviser les épreuves. Dans ces centres a marqué la présence du préfet de la région, du président du conseil régional qui ont tous salué la mise en place des conditions optimales permettant aux élèves de passer ces épreuves dans un climat serein. Au terme de leur visite, le préfet et le président du conseil régional ont adressé leurs meilleurs vœux. Ensuite, à Alisabié, au total, 772 élèves ont été appelés à composer les épreuves écrites du BEF. Ces candidats sont repartis dans 4 centres d'examen, dont 3 sont ouverts dans la sous-préfecture de Holhol et de Ali Adé. Une délégation conduite par l'adjointe du préfet de la région d'Ali-Sabié, Madame Saïda Waberi, est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur régional, des membres de l'équipe d'encadrement. Les élèves ont bien été accueillis et ont débuté les épreuves. Arta, enfin, à l'instar des autres régions de la capitale, le BEF de cette année s'est déroulé dans 6 centres d'examen, à savoir ces 6 centres d'examen où 375 candidats, 142 filles, 223 garçons ont donc pris part aux épreuves du BEF dans la région d'Arta. La passation des épreuves a eu lieu matin et après-midi pour tous les établissements sauf les collèges bilingues Hassan Goulet, dont l'épreuve d'arabe a eu lieu ce matin 26 mai.
Dans la région nord, cette fois, les épreuves du bœuf se sont déroulées tout d'abord dans la région de Bok, où au total 159 candidats, dont 130 candidats du collège de Bok, 92 candidats de l'école d'Ar-Rahma ont composé. Les candidats ont composé les disciplines du français, des sciences dans la matinée et les mathématiques dans l'après-midi. Les candidats de l'école d'Ar-Rahma, qui sont bilingues, ont composé les épreuves d'arabe dans la matinée d'aujourd'hui. La délégation officielle conduite par le préfet adjoint de la région de Bok, Mohamed Awad, la représentante du conseil régional, qui ont visité les salles des classes où se déroulaient les épreuves, qui se sont déroulées dans des conditions optimales. Région de Tadjoura, les épreuves qui se sont tenues dans 7 centres de composition, à savoir le CM de Tadjoura, le CM de Randa, Adeilou, Dora, Sagalou, Dudaï et le CM de Bouya. Le nombre total de candidats, 527. À noter que le centre Bouya participe pour la première fois à cette session, marquant une avancée notable dans la couverture éducative de la région. Les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. À cette occasion, les autorités locales ont honoré de leur présence le lancement de cette session, à savoir Monsieur Mohamed Ahmed Abbas, préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le capitaine de la police de Tadjoura, ainsi que l'inspecteur de l'éducation de la région de Tadjoura. De là, nous passons donc à l'actualité régionale. Le conseil régional de Bok, commission d'études au Sénégal, sur l'échange de bonnes pratiques sur la gestion des déchets et la valorisation des déchets plastiques. L'objectif de cette mission était de favoriser l'échange de bonnes pratiques autour de la gestion durable des déchets, du recyclage également des plastiques, tout en renforçant les capacités des acteurs impliqués dans le domaine à Djibouti à exploiter et explorer les pistes pour créer une synergie entre les acteurs. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, l'Agence des Nations Unies appelle à une augmentation de l'aide pour soulager la famine à Gaza. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a appelé à l'entrée de centaines de camions d'aide dans la bande de Gaza afin de soulager la famine dans l'enclave déchirée par la guerre. Le minimum nécessaire, ce sont 500 à 600 camions par jour gérés par l'ONU, y compris l'UNRWA. La population de Gaza ne peut plus attendre. Israël a fermé les points de passage de Gaza à l'aide alimentaire, médicale et humanitaire depuis le 2 mars, aggravant la crise humanitaire déjà préoccupante dans l'enclave, selon les rapports gouvernementaux internationaux et des organisations de défense des droits de l'homme. Le bureau des médias de Gaza a révélé qu'au moins 58 Palestiniens étaient morts de faim en raison de manque de nourriture causé par le siège israélien. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.